Grand 2, la constitution d'une bourgeoisie marchande. Et on va notamment s'appuyer sur l'exemple de Bordeaux, mais on va parler d'abord d'éléments plus généraux. Donc pour cette partie, il s'agit d'un cours en prise de notes, c'est-à-dire que je vais expliquer des choses sans dicter, et lorsque je vais reformuler pour que vous ayez le temps de noter, je vais le reformuler différemment, et il tient à vous du coup de ne pas noter mot pour mot ce que je dis, mais d'écouter et de noter les explications générales, les éléments principaux. Donc, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, au XVIIIe siècle, on voit le développement de nouvelles productions qu'on pourrait qualifier de proto-industrielles, que ce soit par exemple avec Colbert qui encourageait les manufactures royales, qu'on a vu dans le chapitre 5, et les avancées techniques et mécaniques dans le chapitre 7, qui montraient le début de la révolution industrielle, avec les machines à vapeur, si vous vous souvenez bien. On parle donc de proto-industrie lorsqu'on fait référence à l'augmentation de la production artisanale, notamment la production textile, qui était la principale, du moins la plus importante, pas la principale, mais la plus importante production artisanale, principalement par les paysans dehors des périodes des récoltes. Donc on parle de proto-industrie quand on fait référence à l'augmentation de la production artisanale, et notamment de la production textile, dans les campagnes autour des villes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est tout d'abord des paysans qui cherchent d'autres moyens de subsistance en dehors des périodes de récolte, notamment les paysans sans terre qu'on a évoqués, les paysans qui cultivent pour les propriétaires. Puis cette production elle est progressivement regroupée dans des grands ateliers, en ville ou à la campagne d'ailleurs, ou dans les petites villes. C'est ce qu'on appelle les manufactures. Je disais donc qu'on parle de proto-industrie pour faire référence à une augmentation d'une production artisanale, notamment textile mais pas que, dans les campagnes autour des villes, aussi dans les petites villes, avec dans un premier temps la paysannerie, et notamment les paysans les plus pauvres qui ne disposent pas de leur terre propre à cultiver, mais aussi les petits propriétaires, qui cherchent d'autres sources de revenus en dehors des périodes de récolte, à un moment où ils ont moins de travail, puis des productions de plus en plus regroupées dans des ateliers qu'on appelle les manufactures. Donc on avait déjà parlé dans le chapitre 5 des manufactures royales, qui faisaient partie de la politique de Colbert, en plus des compagnies commerciales. Mais se créent aussi de nombreuses manufactures et de nombreuses productions qui ne sont pas organisées par l'État royal et qui sont des manufactures privées. Donc ces manufactures privées, elles sont l'objet aussi bien de nobles, qui en ont les moyens, que de bourgeois du tiers-état, qui s'enrichissent par ce biais. Car en effet, à cette époque, il y a plusieurs moyens pour s'enrichir, que l'on soit noble avec un besoin de se refaire une fortune, ou au contraire que l'on soit un membre du tiers-état, la plupart du temps un membre du tiers-état déjà dans les affaires en ville, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bourgeois, ils ont plusieurs moyens de s'enrichir. Premier moyen, donc, s'investir dans la production en finançant des manufactures. Deuxième moyen, et c'en est un qui est souvent mis de côté, les seigneuries. On peut avoir une seigneurie sans être un noble. Des bourgeois qui arrivent à s'enrichir ou accumuler un certain patrimoine peuvent acquérir une seigneurie. Et dans ce cas, tout comme s'ils étaient les seigneurs, puisqu'ils sont propriétaires de la seigneurie, peuvent récolter une partie des impôts et des récoltes, comme le ferait un seigneur, sur cette seigneurie qu'ils ont acquis. Et au XVIIIe siècle, on voit, même si la majorité des seigneuries restent aux nobles, un certain nombre être achetés par des bourgeois enrichis. La noblesse commence à se détacher de plus en plus de la seigneurie à laquelle ils sont à l'origine, de laquelle ils sont issus à l'origine. On voit de plus en plus des nobles qui n'ont plus de seigneurie en tant que telle, et des seigneuries appartenir à des bourgeois ou à d'autres nobles qui les ont rachetées. Enfin, dernier élément, et c'est celui-là qu'on va approfondir maintenant, le commerce. Je disais donc que ces manufactures privées, qui se font spontanément en plus des manufactures royales,
peuvent être l'objet de financement de nobles, mais aussi de bourgeoisie, d'une partie de la bourgeoisie issue du tiers-état, qui s'enrichit par ses moyens, par l'achat de seigneuries ou par le commerce, en espérant faire fortune. L'investissement étant toujours un risque beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et nous, c'est sur le commerce qu'on va s'attacher à développer le cours qui suit. Donc le commerce. Avec beaucoup d'habitants des grandes villes, ou même des petites villes, et notamment des villes portuaires, qui vont se lancer là-dedans, beaucoup d'habitants issus de la bourgeoisie. Donc le commerce. Le commerce, on en avait déjà parlé. Il décolle avec les grandes découvertes qui permettent de ramener des produits exotiques d'outre-mer, d'Amérique, d'Asie, qui, si le voyage, qui est quand même assez risqué, réussit, sans échouer, sans piraterie, sans guerre européenne à ce moment-là, qui intercepte les cargaisons, peut être très rentable, une fois que les marchandises sont revendues en Europe. Mais aussi très risqué financièrement. Le risque est à la hauteur de la rentabilité. Donc dans le chapitre 3, on avait d'ailleurs déjà évoqué un des principaux produits dont le commerce se développe à cette époque, de grande valeur, qu'on voit autant circuler sur les mers du monde par les bateaux européens que les métaux précieux, une marchandise dont on a vu la culture par les Portugais qui ramènent en nombre des épices et de la porcelaine chinoise revendue 300 fois plus cher en Europe, mais aussi un autre produit dont la consommation va se développer en Europe à toutes les couches de la société. Un produit qui à l'origine était un médicament, puis qui devient une gourmandise et un bien de consommation courant au XVIIIe siècle. Et ce produit, là normalement vous vous souvenez duquel on parle, puisqu'on a déjà bien parlé, c'est le sucre. Donc je redis ce que je disais, ce commerce il se développe à la suite des grandes découvertes, où de nombreux produits exotiques sont ramenés en Europe, revendus bien plus cher, à la hauteur du risque que représente la traversée. Donc on avait vu les métaux précieux pour les Espagnols au début du XVe siècle, les épices et la porcelaine chinoise pour les Portugais, mais le début de la culture aussi du sucre. Le sucre, au début des grandes découvertes, c'est un médicament. Mais ça devient de plus en plus une gourmandise chez les plus riches. Puis au XVIIIe siècle, ça devient un produit de consommation courante. C'est toute une partie de la société. Pas les plus pauvres non plus, mais chez toute une partie de la société. Car c'est un apport en protéines très important face à une alimentation avec souvent d'importantes carences à son époque, peu diversifiée comme on l'a évoqué avant. On a même, à la fin du XVIIIe siècle, des émeutes qui sont déclenchées par le manque de sucre, au même titre qu'on a des émeutes frumentaires déclenchées par les périodes de crise de subsistance, donc quand on craint la famine, à cause du manque de sucre. Donc c'est vrai, sa consommation s'est vraiment répandue dans la population. Et du coup, son commerce est florissant. Ce qui veut dire que le commerce s'est adapté à la demande, beaucoup plus importante, tout en restant rentable. C'est la grande période de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ça, normalement, vous connaissez déjà. Donc le commerce triangulaire, qu'est-ce que c'est? De façon très simplificatrice. Donc le commerce triangulaire, ce sont des bateaux qui partent des ports européens vers l'Afrique. En Afrique, ils achètent des esclaves à des chefs de guerre locaux et à des vendeurs d'esclaves locaux africains. Ça, on l'avait déjà vu dans le chapitre sur les grandes découvertes. On a vu que les Portugais avaient raflé quelques esclaves, mais très vite, après avoir raflé les côtes, ils pénétraient peu dans les terres et ils achetaient des esclaves à des chefs de guerre locaux et à des vendeurs d'esclaves africains. Et donc ils leur vendent contre quoi? Non pas contre de l'argent, parce que ça a moins d'importance en Afrique, mais contre ce qu'on appelle de la pacotille. Je disais donc qu'en Afrique, les Européens vont acheter des esclaves qui sont achetés à des chefs de guerre locaux, comme le montre cette illustration de l'époque, du XVIIe siècle, il me semble, cette illustration.
Vu que, ayant déjà fait quelques raids d'esclaves sur les terres, le commerce d'esclaves qui se met en place en Afrique va chercher des esclaves à l'intérieur des terres par ces chefs de guerre locaux, et pas par les Européens. Les Européens restent sur les côtes et les achètent. Et les achètent contre de la pacotille. Alors attention, la pacotille, le sens a évolué. Mais la pacotille à l'époque, c'est énormément de produits manufacturés. Donc ça peut être des armes, des lingots de fer déjà forgés. Les Africains savent transformer le fer en outil à l'époque, mais ne savent pas encore raffiner le fer pour en faire un métal à partir du minerai dans le sol. Donc pour faire des outils en fer, ils ont souvent besoin, alors même que l'Afrique est riche en minerais, hein, mais ils ont souvent de faire déjà traités, donc des lingots de fer qui ont été forgés en Europe. Aussi beaucoup d'armes, du textile, des choses qu'on ne sait pas encore bien fabriquer en Afrique. Et ces marchandises, elles ne sont pas sans valeur, puisqu'elles représentent jusqu'à 2/3 du coût de l'expédition. Donc quand un commerçant prend le risque de financer une expédition qui va aller acheter des esclaves en Afrique, les 2/3 du coût, c'est la marchandise qu'il va acquérir pour ensuite l'échanger contre des esclaves. Le bateau, les marins, le ravitaillement, tous les autres frais coûtent 2 fois moins cher que les marchandises à échanger ensuite contre des esclaves. Je disais donc, premier point du commerce triangulaire, des bateaux partent des ports européens pour aller échanger des esclaves en Afrique à des chefs de guerre ou des commerçants africains locaux qui commercent avec les Européens contre tout un tas d'objets manufacturés qu'on appelle à l'époque la pacotille, loin du sens qu'a le mot actuellement. Deuxième étape, les bateaux partent ensuite de l'Afrique vers l'Amérique, revendre leurs esclaves dans les grandes plantations sucrières. On avait déjà un peu vu ça avec les Portugais. Donc ces esclaves sont revendus dans des grandes plantations sucrières. Et là où au XVIe siècle, avec les Brésiliens, là où au XVIe siècle, les Portugais installaient des plantations au Brésil, les autres puissances européennes, notamment espagnoles et françaises, ont développé des plantations dans les îles des Antilles, qu'ils ont occupées depuis les siècles précédents. Donc c'est essentiellement dans les îles des Antilles qui se trouvent dans la mer des Caraïbes. C'est les îles qui bordent la mer des Caraïbes et qui referment la mer des Caraïbes par rapport au continent américain. Alors pourquoi dans les îles? Déjà parce que les Portugais et les Espagnols occupent le continent, donc c'est les espaces laissés vacants, que les autres puissances européennes ont pu occuper. Mais aussi parce que c'est favorable à la culture de la canne à sucre. Non pas pour des questions de climat, parce qu'en fait la canne à sucre on la connaît depuis le Moyen-Âge, hein, voire même avant. Au Moyen-Âge, on cultivait la canne à sucre dans les îles de la Méditerranée. Non. Le problème, c'est que la canne à sucre, c'est un travail qui est très dur, avec des esclaves, et donc qui est beaucoup plus facile à organiser sur des îles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les cultivait sur les îles de la Méditerranée au Moyen-Âge. Parce qu'une île, ça empêche plus facilement les esclaves de s'échapper, de tenter de rentrer chez eux, ou d'organiser une grande révolte. Là, ils sont isolés. La révolte ou la fuite est beaucoup plus difficile, même si elle n'est pas impossible. Par contre, ils s'échappent au sein de l'île, ils se cachent sur l'île. Se constituent donc, dans les îles des Antilles, de grandes plantations sucrières, à la tête desquelles de nouveaux riches s'installent dans les Antilles, les planteurs qui sont des aventuriers ou des commerçants. Il y a très peu de nobles d'origine prestigieuse qui ne sont pas tentés par l'aventure outre-mer, non. L'aventure outre-mer n'est pas prestigieuse, ça ne tente pas les nobles, ce sont des aventuriers, des commerçants, la plupart du temps issus du tiers-état européen, qui deviennent des planteurs. On a donc deuxième étape, les bateaux qui partent d'Afrique, qui revendent leurs esclaves aux Antilles, dans la mer des Caraïbes, dans des grandes plantations sucrières qui ont besoin d'une main-d'œuvre corvéable pour la culture de canne à sucre. Et ces bateaux, au retour, ils ne repartent pas les cales vides, puisque, troisième étape, le retour en Europe
le retour en Europe, où le sucre transporté depuis les Antilles est revendu, jusque très loin dans les terres. Les bateaux, eux, le déchargent dans les ports de la côte atlantique, mais ensuite, ils remontent loin dans les terres, principalement par les fleuves, dans tout le royaume de France, voire au-delà. Et un des exemples les plus connus, au XVIIIe siècle en tout cas, c'est Bordeaux, qui se trouve à l'embouchure de la Garonne, et donc par lequel le sucre est ensuite remonté dans une partie du pays, pour y être revendu. On ne consomme pas du sucre uniquement sur les côtes, on le consomme dans tout le royaume, voire au-delà, dans tout le royaume de France. Bien sûr, c'est pareil en Angleterre, etc. Donc première étape du commerce triangulaire, le bateau part des ports européens pour échanger des esclaves en Afrique, ils revendent ces esclaves aux Antilles à des plantations sucrières, et ramènent le sucre au retour pour le décharger dans les ports européens, où il est ensuite transporté et revendu jusque très loin dans les terres, puisque je vous ai expliqué, c'est devenu un bien de consommation courante, descendant dans les couches de la société. Du coup, Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est, comme on est en train de l'aborder, un port où s'est développé le commerce négrier. Mais ce n'était pas le cas. À l'origine, Bordeaux, c'est plutôt un port, depuis le Moyen-Âge, même avant, spécialisé dans le commerce de vin, dont la région est un des grands producteurs européens. Aujourd'hui encore, le vin de Bordeaux, c'est connu à l'époque. La région de Bordeaux produisant beaucoup de vin, qui était une marchandise agricole, justement, d'origine agricole, qui se revendait en Europe, et qui se revend encore en Europe. Bordeaux était un des principaux ports qui revendait le vin de la région de Bordeaux, du Bordelais, en Europe. Mais le commerce négrier, donc le commerce triangulaire, qui part pour effectuer ce qu'on appelle la traite négrière, donc la première étape du commerce triangulaire, y est progressivement rapporté par des marchands alors d'origine bordelaise, qui eux ont travaillé dans un autre port qui lui n'avait pas le commerce du vin et qui a été un des premiers en France à développer le commerce négrier, c'est le port de Nantes. Et du coup, à la fin du XVIIIe siècle, Bordeaux devient le premier port négrier du royaume de France. Alors qu'à l'origine, c'était pas sa spécialité. Et c'est une pratique qui est ramenée par des armateurs qui ont travaillé à Nantes. Alors, ce commerce négrier fait la fortune de la ville de Bordeaux, ou en tout cas d'une partie de sa bourgeoisie, qui va y financer des expéditions maritimes. Comme j'ai expliqué avant, ces expéditions, elles sont souvent très risquées. Ces expéditions vont être très risquées. Que ce soit à cause de la piraterie ou de nombreuses guerres avec les autres pays, mais aussi des tempêtes et de la perte de cargaison dans les tempêtes, mais aussi tout simplement parce que la première étape du commerce triangulaire, plutôt la deuxième partie du trajet, c'est le commerce d'esclaves. Or, les esclaves, ils coûtent très cher, parce que je vous l'ai expliqué, la marchandise nécessaire à l'achat des esclaves en Afrique représente jusqu'aux 2/3 de la valeur de l'expédition. Et les voyages en haute mer sont déjà mortels pour les marins à cette époque, mais pour des esclaves transportés en tant que cargaison, la nourriture a varié, puisque les expéditions et les trajets en mer sont parfois longs, les maladies souvent mortelles avec des conditions de promiscuité peuvent là aussi amoindrir la valeur de la cargaison, au point que beaucoup d'expéditions sont ruineuses, car traitent très mal les esclaves et il y a une trop forte mortalité. Et c'est quelque chose qu'on a dans les sources, les carnets de bord des capitaines et des ports. Des armateurs qui sont lancés comme ça dans le commerce d'esclaves la première fois sans expérience n'ont pas été rentables. Ceux qui sont rentables, c'est ceux qui traitent bien leurs esclaves. Et du coup, c'est la plupart des expéditions, parce que ceux qui ne les traitent mal font pas long feu. Leurs expéditions ne sont pas rentables, ils font faillite. Donc la plupart des expéditions visent à être rentables. Donc les esclaves, contrairement aux clichés qu'on a souvent, sont relativement, n'exagérons pas, bien traités pendant le voyage, en tout cas, pas beaucoup plus mal que les marins de l'époque qui avaient déjà des conditions de vie pas très très bonnes. Donc
le but des expéditions, c'est quand même de garder un maximum d'esclaves en vie. Après, ça reste des esclaves, hein. Il n'est pas question de confort. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, il est question de les ramener en vie et en bonne santé pour les revendre à une bonne valeur. Mais du coup, tout ça, ça représente un énorme risque, parce que ça coûte très cher, et il faut savoir s'y prendre. Entre les pirateries, les naufrages, et le risque de perte de la cargaison d'esclaves en cas d'épidémie ou d'incompétence sur le traitement des esclaves, les pertes financières sont importantes. Si bien que 2/3 des affaires faites à Bordeaux ne sont pas directement appliquées dans le commerce d'esclaves. Beaucoup de bateaux transportent simplement des marchandises fabriquées en Europe pour être revendues dans les colonies aux Antilles et ramènent du sucre au retour sans passer par l'Afrique. Voilà, beaucoup. Les 2/3 des affaires, c'est du commerce qui ne passe pas par l'Afrique et par l'achat et le convoyage d'esclaves. Donc maintenant un peu de vocabulaire. Beaucoup des bourgeois qui travaillent dans ces commerces sont ce qu'on appelle des négociants. Terme à retenir, c'est-à-dire qu'ils négocient et revendent des marchandises, soit directement aux bateaux qui en ont besoin pour les expéditions, soit en achetant les marchandises qui sont déchargées des bateaux, parce que tous les bourgeois, notamment les négociants, ne sont pas investisseurs dans des expéditions. Il y a ceux qui financent les expéditions, mais il y a aussi beaucoup qui sont simplement des négociants. C'est-à-dire que ceux qui financent les expéditions, ils ont besoin de tout un tas de marchandises, notamment la quincaillerie et d'équipements. Et bien, ils l'achètent à d'autres marchands qui, eux, ne s'occupent pas du commerce maritime, les négociants, qui, eux, négocient simplement les marchandises. Et ensuite, une fois qu'ils ramènent leurs marchandises en Europe, ils les revendent à d'autres marchands qui sont les négociants. Donc vous avez aussi beaucoup de bourgeois, les négociants, qui, eux, ne financent pas et ne s'occupent pas des expéditions maritimes. Ils leur fournissent leur équipement et ils achètent ensuite leur cargaison. A l'inverse, on a ceux qui s'enrichissent en finançant des expéditions, donc qui vont faire commerce avec les négociants pour financer les expéditions, pour acheter le matériel. Ce sont les armateurs. Donc les négociants, eux, ne s'occupent pas du transport en mer. Eux, ils s'occupent de fournir les marchandises aux expéditions et de leur acheter les marchandises au retour. Et vous avez les armateurs qui, eux, s'occupent d'équiper les bateaux qui partent en mer. Et donc, que ce soit les négociants ou les armateurs, ce commerce fait la fortune de beaucoup de grandes familles de négociants et d'armateurs bordelais, et se constitue donc une grande bourgeoisie marchande au sein de la ville de Bordeaux. Une bourgeoisie marchande qui va se construire des grands hôtels particuliers pour montrer leur richesse et élever leur niveau de vie. On en voit certains là, vous voyez tous les immeubles relativement luxueux sur la façade bordelaise, ils ont été construits à cette époque. Et les plus connus d'entre eux est l'hôtel de la famille Nairac, ou plutôt des frères Nairac, ce sont deux frères, qui ont financé de nombreuses expéditions. Donc eux, s'ils financent des expéditions, est-ce qu'ils sont armateurs ou est-ce qu'ils sont négociants? Alors, ils sont sans doute aussi négociants, mais leur activité, ce sont du coup des activités d'armateurs, parce qu'eux financent ces expéditions. Ils achètent toutes les marchandises nécessaires à l'expédition, ils la financent, et ensuite c'est eux qui vont s'occuper de la revendre une fois déchargée au port. Ce sont donc non pas des négociants mais des armateurs, c'est-à-dire qu'ils arment. À l'époque, ça veut dire équiper et financer une expédition maritime. Donc le navire, l'équipement, l'équipage et la marchandise qui va être revendue.